Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette session de rattrapage du débat du siècle. Monsieur Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu être présent avec nous dimanche soir, mais nous avons tout de même tenu, comme lui, à pouvoir s'entretenir avec lui dans les mêmes conditions que les autres. J'en profite pour remercier les amis de Blast qui nous prêtent leur studio pour qu'on puisse organiser ça. Oui, on vous le rappelle, l'objectif de ce débat du siècle, c'est de mettre l'urgence écologique au cœur de cette campagne et que vous puissiez vous faire une idée sur la vision des candidats face à ces questions-là. On vous rappelle qu'il y a eu une émission qui a été tournée dimanche et vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de Blast et aussi sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Vous êtes déjà près d'1 demi-million à l'avoir regardé, donc continuez à partager cette émission pour vraiment qu'on parle de questions écologiques. Et parmi les candidats invités, nous rappelons qu'il n'y a plus qu'Emmanuel Macron qui n'a pas répondu à notre appel. On le montre avec cette émission, on est tout à fait flexible, donc nous réitérons notre invitation aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au débat du siècle. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Vous avez présidé pendant la majeure partie de ce quinquennat le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes désormais le candidat de l'Union populaire à cette élection présidentielle. C'est votre 3e candidature et vous défendez un programme L'Avenir en commun dans lequel l'environnement a une place centrale puisque vous prônez, je cite, une bifurcation écologique. Oui, vous voulez penser la politique de la nation à partir de l'urgence écologique et climatique et vous proposez notamment l'instauration d'une règle verte, c'est-à-dire le fait de ne pas prélever davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Donc on va y revenir. Comme les autres candidats, on vous propose ici, en 4 minutes, de présenter votre vision. Donc dans l'émission Face à la guerre sur TF1, hier, vous avez déclaré un autre monde est possible. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que vous nous expliquiez très concrètement à quoi ressemblerait ce monde-là et en quoi nos vies seront différentes à la fin de votre quinquennat si vous êtes élu. Ah bah. Non, mais je commence d'abord par vous remercier. J'étais vraiment dans l'impossibilité dimanche dernier d'être avec vous. C'était pas l'envie qui en manquait, mais voilà, c'était comme ça. Alors me voilà. J'avais pas prévu de faire un concentré de ma présentation, mais je sais pas bien par quel bout je peux prendre ça. Je pense que je suis obligé de ruser. Parce que, fondamentalement, je crois que le changement climatique est commencé, qu'il est irréversible, et que, comme ce n'est pas une évolution linéaire, le changement climatique, c'est un système métastable. Comme tous les systèmes métastables, il bouge par paliers. Et ce sont des paliers, chaque fois violents, et qui impliquent des modifications radicales du fonctionnement de ce qu'on appelle dans le programme L'Avenir en commun, le système de la nature. Mais personne ne peut prévoir le délai qu'il va y avoir entre les différentes étapes. Déjà, nous sommes dans une étape avec des caractéristiques qu'on observe déjà. Nous, dans notre région, ça va s'appeler le phénomène méditerranéen, c'est-à-dire tout d'un coup, il tombe des quantités de flotte considérables. La nature, en toute hypothèse, ne savait pas absorber ça, elle le sait encore moins. La Méditerranée réchauffe plus que la moyenne des mers et des océans, donc à chaque fois que la température augmente, l'évaporation augmente et les événements sont extrêmes. Je prends cet exemple parce que tout le monde a à l'esprit la vallée de la Roya qui correspond à des phénomènes qui n'avaient jamais été vus de cette façon. Oui, avec la tempête Alex. Tu vois, tout est détruit. Et ça, c'est pour le système global et les conséquences que ça a, c'est-à-dire la réorganisation de la société humaine pour faire face, et je demande juste qu'on médite ce mot, sur une époque d'incertitude écologique permanente. Les conséquences de l'incertitude écologique permanente, c'est que tous les systèmes de savoir sont pris à revers. Le système traditionnel, celui qui m'a expliqué la première fois le problème des systèmes traditionnels, il m'expliquait que pour eux, ils attendaient que le courant d'eau chaude fasse monter le courant d'eau froide, et à ce moment-là, les coquilles, c'est en Amérique latine, apparaissaient sur les rivages, et ils savaient qu'ils se trouvaient 2 mois avant les pluies. Donc dès qu'ils voyaient les coquillages apparaître, la pluie allait arriver, tout le monde se dépêchait d'aller labourer. Si le passage de l'eau froide et de l'eau chaude est plus au même moment, n'est plus la même intensité, tout savoir traditionnel est fichu par terre. Pour nous, façade atlantique, ça serait le Gulf Stream et le ralentissement du rouleau. Personne ne sait ce que ce truc va donner. D'ailleurs, tout le monde s'en fout, ça tombe bien. Aucune politique internationale ou locale ne tient compte du fait qu'il peut y avoir un changement radical du climat à ces endroits-là. On ne parle même pas de montée des eaux. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi pourrait ressembler cette J'ai tout autre prévu. monde ?
j'ai tout prévu. Alors dites-nous. Ben non, évidemment que non. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est le principe d'incertitude. D'accord. Donc l'incertitude écologique, c'est terrifiant. Ça veut donc dire que la manière de gouverner doit changer. Je prends un exemple. Je suis allé au Saut du Doubs. Il n'y a plus de Doubs à cet endroit-là. Peut-être qu'il est revenu entre-temps. Et je demandais au géologue qui est là, qui est plutôt un copain, j'ai l'impression, parce qu'il vote pour moi. Et je lui dis, mais alors bon, je fais quoi, moi qu'est-ce que je dois décider? Il me dit, fais ce que tu veux. De toute façon, je ne sais pas. Parce que le climat peut changer dans 20 ans à nouveau, peut-être dans 30 ans, peut-être plus vite. Donc, nous ne savons pas où nous allons. Alors là, je peux le dire ici, parce que c'est une extrême gravité, ce que je suis en train de dire. Il va falloir apprendre à gouverner en état d'incertitude écologique permanente. Ensuite, vous avez vu que mon discours est construit autour d'un thème qui n'est pas celui de la transition écologique. Parce que Vous parlez de bifurcation. Oui, parce que les systèmes métastables, comme je le disais tout à l'heure, bifurquent. C'est-à-dire, si vous considérez que c'est un système en dynamique, une société, c'est un système en dynamique. On peut dire entre demain et aujourd'hui, bon, au moins dans le temps. Eh bien, le mot bifurcation, ça veut dire que tous les paramètres sont les mêmes, et il y en a un qui change, et tout le système change de direction. Alors, en mal comme en bien. Pour prendre un exemple simple, vous imaginez une voiture sur une route toute droite, la vitesse reste la même, la route est la même, la bagnole est la même, mais il rentre dans le cockpit une guêpe. Et évidemment, il va y avoir un événement qui n'est pas proportionnel à la piqûre, hein, mais ça va être que tout ça part dans le décor. Donc, la bifurcation... Alors, on arrive au bout des 4 minutes d'introduction, mais on va continuer à détailler justement cette bifurcation que vous proposez. Comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon... Je finisse la phrase. Allez-y, finissez votre juste phrase. la phrase. Hein. La bifurcation s'oppose à l'idée d'une transition qui serait aimable, gérable, parce qu'on en prévoirait tous les termes. Non, on ne prévoira pas tous les termes, et ça n'a rien à voir avec une logique de transition douce, ou même, alors évidemment, ce qui va avec, c'est dépasser le capitalisme, formule extrêmement sympathique, mais dont la signification concrète est voisine de zéro, compte tenu de ces deux paramètres. On va en parler. Comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, l'État français a été condamné par la justice à 2 reprises parce que la France n'est pas dans les clous des accords de Paris qui prévoient la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici à 2030. L'Union européenne fixe un objectif à 55% et vous fixez un objectif à 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est extrêmement ambitieux. Comment pouvez-vous dire que c'est possible en 8 ans seulement? Mais ce n'est pas la question de savoir si c'est possible. La question est de savoir si c'est nécessaire. Quand on est sorti de la COP 21, au moment de signer, ils avaient marqué 2. Alors, les représentants 2 des degrés. 2 degrés. Alors, les types des îles sont venus dire, nous, on veut signer, hein, mais si vous mettez 2, nous, on ne peut pas signer ça, vu qu'à 2, on est noyé. Alors, très bien, on va mettre 1,5. Alors, on a mis entre 1,5 et 2 degrés de dérive autorisée. Très bien, et après, on a demandé à chaque État d'envoyer sa copie. Chaque État a envoyé sa copie, résultat, 3,5. Et maintenant, on en a combien? 4. Prévisionnellement. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est possible. Si vous ne le faites pas, vous serez écrasé. Vous aurez des événements climatiques qui vous détruiront vos installations, qui couperont vos routes, qui feront sauter vos centrales nucléaires, parce que, encore hier soir, on a entendu le chef de l'État raconter une salade, d'après laquelle l'énergie nucléaire serait une énergie non intermittente. Ça veut dire que tu n'es même pas renseigné pour savoir ce qui se passe avec les fleuves et le refroidissement. La question qu'on peut se poser, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de transformation de cette ampleur-là, que ça n'a pas été réussi pour le moment. Donc si on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si c'est possible ou pas. Justement, dites-nous comment est-ce que vous comptez y arriver, justement. En jouant tous les paramètres qui sont notamment dans le scénario négawatt, parce que ça nous aide. Si nous changeons le paramètre de la consommation d'énergie, nous changeons un des paramètres qui conduit directement à la bifurcation, puisque l'utilisation d'énergie de manière croissante pour les besoins du modèle productiviste nous conduisent dans le mur. Donc on sait que si on réduit la consommation des produits qui conduisent à la carbonisation de l'atmosphère, eh ben on va y arriver. Donc il faut appuyer sur tous les boutons en même temps. C'est dur, parce qu'il faut appuyer sur tous les boutons, puis en même temps sortir du nucléaire. Donc c'est une seule et même chose. Ce n'est pas 2 choses, c'est une seule et même chose. Nous allons sortir du nucléaire en instaurant un mode de production de l'énergie qui va nous permettre d'en consommer d'abord moins, mais surtout autrement. C'est pourquoi des énergies comme l'énergie qui viendrait des centrales éoliennes offshore, qui sont, comme vous le savez, à la fois capables de bénéficier
d'une permanence de fonctionnement beaucoup plus grande que celles qui sont à terre, et avec un niveau d'utilisation qui est comparable à celui du nucléaire les beaux jours. Donc l'argument de l'intermittence ne fonctionnera pas. Mais cette énergie, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet d'alimenter directement en électricité, et le surplus, vous savez qu'un système électrique dans un pays, ça doit rester à l'équilibre. Quand vous produisez trop, il faut arrêter. Plutôt que d'arrêter, on produit et on stocke de l'hydrogène. Tout ça, on sait le faire. Toute cette machine, elle est en face de Saint-Nazaire. Donc j'ai dit, on appuie sur tous les boutons. Alors, voilà. Alors justement, vous venez de parler du premier bouton. Vous avez dit sortie du nucléaire à horizon 2045, 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est votre proposition. Vous vous basez, vous l'avez dit, sur le scénario négawatt. Oui. Ce scénario prévoit des changements radicaux dans nos modes de vie, notamment la division par 2 de la consommation de viande, par exemple, la division par 2 de la consommation d'énergie au global. Une augmentation du taux de recyclage jusqu'à 85% en moyenne. Comment comptez-vous dire aux Français l'impact que ça va avoir sur leur vie, cette sobriété ? Il va falloir qu'ils s'organisent, on l'a déjà fait. Ce sera vous le chef de l'État, ce sera à vous de l'organiser pour les Français. Non, le chef de l'État, c'est pas un monarque dans mon esprit. Il y a des gens qui font, il y a des commissions parlementaires, il y a des groupes, les citoyens, ça peut pas être un truc qui descend du dessus, et où j'apparais à la télé, tel Macron, tous les jours, pour dire « aujourd'hui, on mange pas de banane, demain, on éteint la lumière à 5h de l'après-midi ». Enfin, ça va pas être ça. C'est vraiment quelque chose de concerté, de planifié. Le concept central, c'est la planification écologique. Mais vous savez, sur toutes ces idées, on a avancé, mais pas encore assez. C'est notre question, c'est qu'en fait, ça demande vraiment une transformation de la société et un changement culturel qui n'est pas du tout présent aujourd'hui. Mais les gens seront contents de le faire, vous verrez. Parce que, tout le monde aime bien faire. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on les prenne pour des cloches. Qu'on leur dise, on va régler le problème, chauffez-vous moins, parce que c'est la guerre avec la Russie. Ou des salades comme ça, ou mettez la machine à laver le soir. Les gens comprennent bien qu'on se fout d'eux. Mais si moi j'explique que ça ne peut plus durer, par exemple, puisqu'on parle des déchets, on va donc réduire, on va prendre des mesures drastiques sur les emballages, sur des choses comme ça. Ensuite, la collecte des déchets. Si on veut que ça fonctionne, il faut mettre un dépôt à peu près tous les 50 km, m'a-t-on dit. Parce qu'on m'a dit, si tu mets plus que 50 km, les gens ne viennent pas. Or, pour nous, c'est... Alors, inconvénient, il faut mettre une déchetterie, il faut y aller, etc. Alors, après, il faut monter à la voiture, catastrophe. Ça, c'était pas prévu. Donc, il faut un système de ramassage. On aura des planificateurs professionnels dont c'est le métier, vous les mettrez dans un bureau, et puis vous leur direz, voilà, les gars, les filles, débrouillez-moi cette affaire-là. Mais moi, je sais qu'ils savent le faire. Quand je suis allé à l'école d'ingénieurs à Nantes, à propos de l'éolienne offshore, je leur ai pas dit, dites donc, est-ce que... J'aurais dit, si j'accède au pouvoir, vous allez vous retrousser les manches parce qu'il m'en faut 40 par parc. Bref, les gens seront contents de le faire. Et en même temps, on aura un avantage. D'abord, on aura réduit les causes de la catastrophe, mais surtout, on va accéder aux mines urbaines que sont les déchetteries comme capacité de recyclage. Donc, il ne faut pas le voir qu'en négatif, en disant « Oh là là, mon Dieu, ça va nous priver de ceci, ça va nous obliger à cela ». Vous êtes obligés tous les jours de faire des dizaines de trucs absurdes. Enfin, absurdes, si on les considère un petit peu vu de la planète Mars. Vous vous levez matin pour faire ceci, pour faire cela, vous lèverez pour autre chose. Mais justement, quand on parle de consommation énergétique divisée par 2, les scénarios RTE prévoient pour certains une division de 40% de notre consommation d'énergie. On parle vraiment d'une transformation de la société. Donc comment est-ce qu'on se projette là-dedans ? À quoi ressemble une France dans laquelle on a divisé notre consommation d'énergie par 2 ? D'abord, tout le monde s'y met. Alors, à quoi on a organisé la division par 2 de notre énergie ? Oui, d'abord, on va regarder tout ça parce que... à quoi ressemble Oui, mais alors, quelle est l'efficacité énergétique de ce qui est en place aujourd'hui ? On peut imaginer qu'on va réduire la consommation d'une manière extrêmement forte. Par exemple, je dirais, premièrement, on va isoler. C'est des petites choses. Isoler le logement, oui. Isolement thermique. On peut dire, on va cesser de consommer de l'électricité la nuit pour éclairer tous les panneaux publicitaires. C'est un exemple un peu très light, mais c'est ça qu'on vous demande de décrire, ce changement radical. C'est toutes ces choses qui vont bouger. Puis il y a celles que je ne connais pas, parce que je sais pas. Mais je me dis, ceux qui ont inventé les LED, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont trouver un moyen de nous faire de l'éclairage à encore plus basse tension, et ainsi de suite. Donc, simplement, on change de pied parce qu'on arrête de dire aux gens « Vous inquiétez pas, tout va bien, on continue comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? La machine qui va me gratter dans le dos ? Non, tu vas le faire avec tes ongles. » Bon, c'est ça que j'essaye de dire. Alors, je n'en connais pas tous les aspects, mais j'en connais les aspects principaux et les choses à pas faire. Par exemple, pour réduire la consommation de carbone, en partant d'une pure logique capitaliste, inventer le marché carbone.
qui est une aberration. D'abord, dans ses principes, n'est pas acceptable. Personne n'est capable de fixer le prix de la nature. Un prix, normalement, c'est l'évaluation de la quantité de travail payée pour obtenir un résultat. Qui est capable de me dire de quelle quantité il faut réduire parce qu'il a tellement bien maîtrisé toutes les interconnexions entre la biodiversité, le mouvement des marées, le mouvement du ciel, peut dire, voilà, 1 mètre cube d'air pur, ça coûte tant. Ce n'est pas vrai. Donc, je suis contre le fait qu'on fixe mais je suis contre le fait qu'on fixe un prix à la nature, parce que le marché carbone, ça s'appelle d'un autre nom, c'est le droit à polluer, qui est donné à ceux qui peuvent se le payer. Vous l'avez dit, ces changements radicaux vont impacter la vie quotidienne des Français. Vous savez comme moi qu'il y a des tensions démocratiques qui apparaissent sur ces sujets-là. On l'a vu avec les bonnets rouges au moment de l'écotaxe, on l'a vu avec les gilets jaunes au moment de la taxe carbone, on le voit actuellement sur le terrain lorsqu'il y a des éoliennes qui veulent s'installer, des résistances locales. Cette question démocratique, comment vous la gérerez quand vous serez au pouvoir ? Alors, d'abord, elles ne sont pas toutes de même nature. C'est clair que la résistance aux taxes, je la comprends quand vous êtes déjà pris à la gorge. Parce qu'une partie du discours de la vieille écologie fait comme s'il n'y avait pas de rapports sociaux de production, comme s'il n'y avait pas de salariés, comme si les payes n'étaient pas un enjeu, etc. Non, moi je l'intègre. Par exemple, quand je dis je vais augmenter le SMIC, j'ai toujours dit c'est une mesure écolo. Parce que les gens qui sont mieux payés vont mieux manger. Ils vont donc aller acheter pour leurs gosses non pas la malbouffe à 2 balles, mais celle qui va coûter c'est ce que vous dites de la réduction du temps de travail aussi. Et ainsi de suite. À condition que ce soit produit, cette nourriture de meilleure qualité. C'est donc la bifurcation. Mais vous avez raison. Mille fois raison. Mais pour diminuer, par exemple, la consommation de ce qui est hautement carboné, comme les intrants, les engrais, etc., les pesticides, il faut plus de monde au boulot. Donc ça va coûter plus cher, parce que les gens aussi ont droit à une vie digne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les paysans. Il ne reste plus que 400 000, il y en a moins que d'étudiants. Et ils ne sont pas un tous les 2 jours. Bon. Donc, ils ont droit à cette vie-là. Mais pour ça, il faut que les gens soient mieux payés. Et quand je dis on va arrêter les engrais, regardez la chaîne de décision. Puisqu'on va arrêter d'amener des pesticides de tous les côtés, alors, très bien, qu'est-ce qu'on fait des produits qui rentrent, qui, eux, ont été cultivés avec des pesticides ? Vous n'avez qu'une solution, les empêcher d'entrer. Donc, vous allez avoir du protectionnisme. Il ne faut pas, c'est pour ça, si je cite ça, c'est pour dire, une chose en entraîne une autre. Moi, je mettrais en place du protectionnisme solidaire. Je ne peux pas faire ça comme ça. La question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité sociale. Non, c'est pas un reproche que vous nous faites. La question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité sociale de certaines mesures, parce qu'on sait qu'il y en a certaines sur lesquelles les personnes vont se dire oui, bien sûr, c'est évident, et d'autres sur lesquelles ça demande un effort, ça demande de renoncer à quelque chose. Oui, mais ce sont des choix de société. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Non, mais donc comment est-ce que finalement vous arrivez à convaincre les Français d'aller vers cette autre société quand on voit, par exemple, vous voyez, les manifestations qu'il peut y avoir au niveau local sur les éoliennes, les débats qu'il y a pu avoir dans la Convention citoyenne sur, par exemple, le 110 km/h. On voit qu'il y a des mesures comme ça aussi sur lesquelles il y a des tensions. Donc, comment est-ce que vous dénouez ces nœuds ? On discute, on convainc, et puis on écoute aussi. Parce que en tant que président, vous allez discuter, vous allez organiser ça. Donc c'est au niveau local, c'est les collectivités, c'est qui ? Allez-y, monsieur Mélenchon. Non, mais parce qu'il faut que je mette de l'ordre dans mes idées pour vous répondre de manière un peu synthétique. D'abord, on discute. Il ne peut pas être question que l'écologie politique, comme nous la concevons, ça soit une dictature. Bon, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas un parti d'avant-garde qui connaît la vraie vérité, la révèle au peuple et lui sert de conscience. Donc, on discute et on convainc. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas les éoliennes terrestres, on peut le comprendre. Alors, quelle est la solution ? Leur imposer de force des éoliennes terrestres ? Ça peut être une des solutions. Si tout le monde décide, on leur dira, écoutez, pas de pause, c'est chez vous que ça tombe. Mais on peut aussi se dire, écoutons ce qu'ils racontent. Et on peut dire, plutôt que des éoliennes terrestres, installons des éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, à 20 bornes comme c'est à Saint-Nazaire, elles ne dérangent personne si vous avez discuté avant, avec les pêcheurs. Le contraire de ce qui a été fait pour celles qu'on met à Boulogne, pour ne pas les mettre là où il y a où est-ce qu'il habite, là, Macron. Au Touquet. Bon, il ne voulait pas les mettre là, donc ils les ont mis à Boulogne, en plein milieu d'un champ de reproduction de poissons. Donc c'est pas vrai que les gens sont méchants, cruels, absurdes et égoïstes. Donc chaque fois qu'on discute, on peut avancer. Après, c'était quoi la deuxième question ? Excusez-moi. C'est toujours la question de la démocratie et de l'acceptabilité sociale. Vous parlez de discuter et de convaincre. Vous vous êtes dit favorable à un référendum sur le nucléaire. Ça aussi, vous voulez que ce soit un moment de votre quinquennat ? Non. Vous n'êtes plus sur cette position aujourd'hui ? Non. Vous avez dit que peut-être vous pourriez en mettre un en place. J'ai dit qu'on pouvait, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'on pouvait s'accorder à nouveau avec les communistes. Oui, c'était à ce on moment-là. connaissait le tarif d'entrée,
pour s'entendre avec eux, c'était le même qu'en 2010. Donc vous êtes Ils plus étaient pour le favorable à ce nucléaire. référendum C'est aujourd'hui? que j'ai aucune raison de céder à un référendum. Je suis convaincu, si les gens votent pour moi et que je suis président de la République, on sortira du nucléaire, il n'y a pas besoin de référendum. D'accord. Sauf si je m'aperçois que c'est intéressant de faire valider par un référendum, parce que pour accélérer le processus. Parce que honnêtement, moi j'ai accepté le scénario négawatt, mais je le trouve, je l'accepte parce qu'il existe et qu'il fait l'objet d'un certain consentement. Mais pièce par pièce, aujourd'hui, j'ai pas les outils de l'État pour savoir si je peux accélérer la cadence, si je peux finir plus vite. Parce que si vraiment le danger est ce que je dis, il faut se dépêcher. Oui, Il mais faut c'est la démonter. question qu'on vous posait Mais au oui, début. il faut démonter la centrale de nos gens dès qu'on peut, ou en tout cas l'arrêter. De la même manière, pour une série d'entre elles, celles qui vont être dans l'eau, comme la centrale du Blayais, celle qui est là-haut dans le nord, celle qui est dans la zone. Bon, alors je reviens sur comment on rend acceptable. D'abord, c'est pas le chef qui va vous dire ce qu'il faut faire. Il y a un instrument de planification. L'instrument C'est le de conseil de planification écologique oui, que vous... on a prévu un conseil, mais bon, parce que les copains sont tombés là-dessus, mais moi je trouve que tout ça, ça embrouille l'esprit, et c'est tout ce que ça fait. Non, mais bon, C'est dommage. C'est dommage. Quoi. Non, mais, mais bon, je fais une critique, j'ai le droit. Ah, quand vous même avez de- parfaitement le droit. Je peux pas être d'accord avec moi-même à 100%. Hein. D'accord, Bon. mais très bien. Donc il y aura un conseil, mais je veux pas qu'on donne l'impression aux gens qu'on va y aller à coups de couche, qui décident, qui je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, comment On ça a va des se passer? objectifs généraux. Mm. Ils vont être donnés. Par exemple, la sobriété énergétique. On va dire qu'il faut qu'on réduise de temps la consommation. Bah, après, au boulot, les planificateurs regardent où on peut faire les plus gros gains. Mais après, comment on s'y prend? Comment la demande va monter? Comment l'application va descendre? Là, il y a un rouage qui, pour moi, est central, essentiel. C'est la commune. D'accord. Je crois D'accord. au communalisme, à la démocratie communale, parce que c'est la démocratie la plus entraînée, la plus approfondie, la plus enracinée. Et ensuite, il y a évidemment les corps intermédiaires qui existent soit au niveau communal, soit aux autres niveaux, régional, départemental, etc. Donc, si vous voulez, les structures administratives de l'État n'ont pas de sens si elles n'ont pas de finalité. On ne crée pas des départements pour que ça fasse des départements. Et si je dis les départements, c'est pour ruser avant d'en venir à la région, qui est l'instance qui n'a pas de sens dans ce pays. Elle s'occupe du développement économique aujourd'hui, Oui, voilà, les conseils c'est ça. régionaux. Il n'y a qu'à voir comme c'est réussi. Ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'on a créé les régions. Il y a maintenant, là, on a commencé en 1955. Ouais. C'était une entité administrative. Puis on a rebondi en 72, etc. Et puis on les a tricotés, détricotés, Mais retricotés. pour revenir au conseil de planification écologique... Je donc, termine vous- juste sur la D'accord. région et après c'est fini, ça va aller vite. La région, je lui assigne une tâche centrale, essentielle, par rapport à la transition et à la bifurcation écologique. Elle est responsable de l'eau. Donc chaque région correspond à un bassin versant. Il y a 24 bassins versants dans le pays. On peut descendre à 22 si on veut, c'était les anciennes régions. Je propose de repartir des anciennes régions, qui s'adossent elles-mêmes sur les départements, dont les 3/4 D'accord. sont organisés autour d'une rivière. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la crise de l'eau étant la prochaine grande crise, on ne va pas attendre qu'elle ait lieu pour se demander qui s'en occupe de manière assez fine pour que ce soit appliqué. Le dernier rapport du GIEC appuie Oui. sur la nécessité d'adapter nos sociétés aux conséquences du changement climatique. Vous proposez un plan d'adaptation assez ambitieux contre l'élévation du niveau de la mer. Je rappelle qu'à horizon 2100, on imagine qu'avec la montée d'1 mètre de niveau de la mer, c'est pour la France seulement 1,4 million de personnes Oui. concernées. Comment est-ce qu'on adapte la France au dérèglement climatique? Eh bien, on dit la vérité aux gens. On leur dit, écoutez, voilà, c'est la cata. On aurait préféré que pas. Mais c'est comme ça. La flotte va monter de tel niveau. Donc, tous ceux. En plus. Notamment Outre-mer, et vous en parlez. Oh, bah oui, puis alors, Parce que justement. le dernier rapport du GIEC explique notamment que, par exemple, il va y avoir des risques de submersion en Guadeloupe à partir de 2030. Donc, Ouais, on ouais. parle vraiment d'un Mais futur là, très proche. les Caraïbes, c'est un peu plus simple parce qu'on a un exemple de gens qui s'y sont préparés, c'est Cuba, qui a reculé toutes sortes de choses, qui a mis une marge entre le rivage et les premières constructions. Disons qu'ils ont une expérience pratique. Mais sur l'Hexagone, personne n'a jamais travaillé sur ce thème. Alors, le recul des constructions, bon, c'est beaucoup de travail. Ce que je voudrais en même temps passer comme message, c'est que ceux qui croient qu'une écologie politique concrète, c'est le retour à la caverne et à la bougie, c'est qu'ils rêvent d'un paradis qui n'existera jamais. Parce que non, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Donc, on a besoin d'une masse de gens qui s'y mettent. Tout à l'heure, on a parlé des paysans, j'ai pas eu le temps de vous dire le chiffre, mais pour faire l'agriculture en question, il faut 200 à 300 000 paysans. Il va falloir les trouver, parce que vous me parliez de
la gestion démocratique, comment je fais pour convaincre des gens d'aller faire paysan? J'ai intérêt à trouver des bons arguments. Alors, il y a des gens qui ont envie d'être paysans aujourd'hui, mais il n'y en a pas 200 000. Et ainsi de suite. Donc, la transition, elle doit faire des plans. Alors, c'est par région, c'est par département, pour dire... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vraiment dans les grandes lignes, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, quelles sont un peu les grandes voies de votre plan d'adaptation aujourd'hui, justement, à tous ces risques qu'on connaît? Rien, moi. On parlait d'inondations, etc. Mais vous me jugez omniscient, moi je ne suis pas omniscient. C'est votre programme qu'on vous demande. Nous, on a lu votre programme, on vous questionne dessus. Oui, j'ai compris. Mais mon programme dit qu'il y a une commission de planification. Il dit qu'il y a des communes qui s'en occupent. Et vous voudriez que moi, Mélenchon, je vous dise maintenant, la commune de Ratapoil-les-Bains va faire comme ci et comme ça. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas à la fois demander une application démocratique de la société et 5 minutes après faire le contraire en demandant à un président de la République de dire comment on s'y prend. Non, c'est simplement nous expliquer, par exemple, les fonds que vous allez mettre pour faire face à l'érosion des côtes, Vous voulez savoir quoi? Combien ça coûte? Non, pour qu'on ait un peu une idée, en fait, des différents chantiers, pas forcément de comment ça va se passer. On sait que vous mais savez même pas ça, je ne les connais pas tous. Mm. Je vous parle de l'érosion des côtes, mais ce n'est même pas le sujet. Si la flotte monte d'1 mètre, on ne va pas parler d'érosion, c'est un changement du tracé de la côte. Si vous avez vu les endroits où ça commence à bouger, il faut aller dans les Landes pour le voir. Comment s'appelle cette station de plage? J'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est la folie, quoi. On a mis un tube à un endroit pour pomper le sable, on l'amène à l'autre endroit pour qu'il y ait du sable. Bon, c'est pour dire, on ne parle plus simplement d'un changement de trait de côte. On parle d'un recul de toute l'activité humaine de, je ne sais pas combien, peut-être 50 mètres, 100 mètres. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, hydraulique et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr que l'eau va monter, je suis sûr qu'il faut enlever la centrale du Blayais. Quand je vais arriver dans le bureau, je vais dire, bon alors, 1 mètre, première conséquence. Il y a une série d'ingénieurs qui vont me dire, la centrale du Blayais, la centrale de machin, il faut déménager tout ça. Comment on va s'y prendre? Alors, oui, voilà ce que je peux vous dire. On est très en retard aujourd'hui en France sur cet enjeu d'adaptation, en fait. Garantie qui n'est pas simple à organiser, du transport, de l'énergie, notamment de l'énergie électrique, parce que qu'est-ce que vous faites quand tout ce qu'il y a dans le coin tombe par terre, comme ça s'est produit pour la tempête qu'il y avait eu dans les Landes, si vous vous souvenez. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un événement méditerranéen extrême? Alors moi, je sais au moins une chose, comme je ne rêve pas, c'est qu'il y aura besoin de bras. Parce que la première fois que vous avez un événement catastrophique, tout le monde vient. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est l'armée qui est très mobilisée sur ces catastrophes naturelles. Oui, mais il n'y en a pas assez. Donc, on va rétablir la conscription. Et dans la conscription, il y a une partie qui est militaire, mais c'est la partie... C'est pas la plus importante. Une génération, c'est 750 000 jeunes qui arrivent tous les ans. Mobiliser 750 000 personnes, c'est un boulot considérable. Donc, on n'y arrivera pas d'un coup. Il faudra faire monter en puissance et qu'on sache comment faire, parce qu'il ne s'agit pas d'encaserner 750 000 personnes. Et puis, ceux qui vont venir, alors là, c'est un autre sujet, c'est le choc économique que moi, je veux déclencher. Il va falloir qu'on les paye. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils viennent gratis. Ils seront tous minimum au SMIC. Qu'est-ce que ça nous donne? L'élite de la jeunesse formée, quand ils sortent de la fac, ils sont au plus haut niveau, ils sont tout jeunes, ils ont de la disponibilité, mais ils sont au top niveau, notamment pour le numérique et le reste. C'est des exemples. Donc tous ces gens-là, ils vont être mobilisés, et puis allez, les uns l'appellent la pioche, les autres la planification, encore d'autres activités, tout le monde s'y met. Il n'est pas possible de faire un changement d'une telle ampleur, de faire face aux catastrophes qui arrivent, en croyant que la vie va continuer comme avant, où on va pouvoir être tranquillement à dire tiens, à propos, ils ne sont pas encore passés pour faire le boulot. Ça, c'est pas possible. Ça n'aura pas lieu. J'essaye de préparer, en tout cas, nous, on est préparés intellectuellement à une situation de bouleversement complet du fonctionnement de la vie du pays. Mais est-ce que c'est un bouleversement qui va être aussi pour le mieux? C'est-à-dire que comment est-ce que la... Non, mais c'est la question qu'on vous pose. Non, mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Oui, mais alors en quoi? Ça va être mieux. Oui. C'est plus sympa, c'est plus tranquille, parce qu'on va partager le temps de travail, parce que les gens, on va faire appel à leur intelligence, on va changer la vie, c'est super excitant de faire ça. Vous savez, quelqu'un avait, je crois que c'est Keynes qui disait ça, de quel était le plus grand risque pour les gens à partir du moment où on aurait tout mécanisé. Il avait dit, c'est que les gens tombent en dépression parce qu'il n'y aura rien à faire. Et faire, s'activer, venir au secours des autres, inventer des solutions, c'est suprêmement motivant. Et on peut avoir une vie plus sympa que la vie qu'on a aujourd'hui, qui est la course effrénée à la consommation, et puis en même temps dans des océans de pénurie. Là, nous vivons tranquillement, bien au chaud, il y a 12 millions de personnes qui grelottent, 8 millions de personnes qui ne mangent pas. Oui. Alors après, on va m'expliquer que le capitalisme, que le socialisme va créer des pénuries. Non, on vit dans la pénurie.
Et cette pénurie, elle porte un nom, ça s'appelle la pauvreté. Et donc elle vous a dites une que ces racine. gens-là vont sortir de cette pauvreté-là avec votre programme? Eh bien oui, parce qu'ils vont travailler. Comme vous le savez, tout travail produit une richesse. Donc après, la norme entre le salaire et l'accumulation et la réserve, bah voilà, c'est une règle sociale de répartition. Vous avez Oui. déclaré, le monde est en attente qu'un pays lance ce signal. Ouais. Je voudrais vous demander votre politique internationale en matière de climat. En ce moment, Ah on ouais. parle beaucoup de guerre et de militaires pour des raisons Mais vous faites évidentes bien de faire le d'actualité. rapprochement. Le rapprochement peut être fait, je vais vous laisser le faire, mais comment est-ce que vous, président de la République, vous emmenez les autres pays, je pense notamment à la Chine et aux États-Unis, dans un effort qui doit être planétaire? Vous avez proposé un tribunal international de justice climatique, par exemple. Ça fait partie de ce genre d'outil que vous voulez créer? Bon, ça s'appelle que c'est une révision générale aussi de ce qu'est la diplomatie de notre pays. Je mets de côté toutes les questions de défense et autres. Bon, vous connaissez. Je vous préviens juste, Jean-Luc Mélenchon, il vous reste 2 minutes. Parce Ce sera la dernière on doit question. avoir 30 minutes. On a Alors 30 ça minutes s'appelle par une candidat. stratégie diplomatique altermondialiste. D'abord, c'est pas mon invention. Il ne faut pas avoir trop de mépris pour les pays qui proposent. Il y a déjà des pays qui proposent le tribunal sur l'écocide. C'est la Bolivie qui l'a proposé. L'introduction de l'ONU, de l'eau dans toutes les constitutions, c'est la Bolivie qui l'a fait. Le fait que les sociétés multinationales aient une responsabilité et sociale et écologique, et que donc elles soient convoquées devant des tribunaux ou des lieux de discussion des litiges, c'est l'Argentine qui l'a proposé. Non. L'Argentine, c'était la dette. C'est l'Équateur et l'Afrique du Sud. Donc, Est-ce que la France peut être précurseur, en fait, la vraiment, France sur ces questions? peut se mettre dans cet ensemble. Pour qu'elle y arrive, il faut qu'elle soit non alignée. Si quand on arrive, on se dit « Ah ben tiens, voilà l'OTAN qui arrive », c'est clair que l'affaire est terminée, personne ne discute avec vous. Et quand on veut discuter avec la Chine, pardon, j'invite tout le monde à un peu de modestie. Ils sont plus avancés sur un certain nombre de programmes écologiques qu'on ne l'est en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Bon, et ils seront les premiers intéressés, ils sont 1,5 milliard. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas s'amuser avec le sujet, c'est quand même bien eux. C'est 1,5 milliard, vous avez les Indiens à côté, 1,5 milliard plus 1,5 milliard, ça fait 3 milliards, la moitié de l'humanité dans ce coin-là. Donc ils ont tous intérêt à trouver une solution qui leur permette de faire que la planète reste vivable. Donc j'ai pas de doute. Mais il faut dire à ce moment-là, la stratégie diplomatique de la France change. Nous ne sommes pas les champions du monde d'une alliance militaire, nous sommes les champions du monde, si j'ose dire, champions de l'écologie. d'une politique altermondialiste. Le fondement de l'altermondialisme, c'est l'intérêt général humain. L'intérêt général humain, le fondement, c'est la protection des biens communs. Et il y aura foule pour faire ça. Et la France sera respectée, pas comme un pays qui peut tuer tout le monde, mais comme un pays qui met sa puissance au service de tout ça. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Merci, on s'en tient aux 30 minutes comme les autres candidats. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la retrouver en replay. N'hésitez pas à regarder les passages des autres candidats pour vous faire votre opinion. Bonne soirée à tous. C'est la fin de cet entretien de rattrapage avec Jean-Luc Mélenchon. Nous vous rappelons qu'il y a eu une première émission tournée le dimanche 13 mars dans laquelle nous avions reçu Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Philippe Poutou. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi pour vous faire un avis sur le programme de tous ces candidats. On la mettra en lien de replay de cette vidéo. C'est donc la fin pour ce débat du siècle à ce stade. Le but de cette émission, de ces émissions, c'est que vous fassiez une opinion. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec vos proches, à quelques semaines seulement du premier tour. Et nous en profitons pour réitérer notre invitation au président de la République, candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, pour que lui aussi puisse avoir l'opportunité de venir vous présenter son programme en matière d'écologie.